Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour aborder la question du futur de l'Union européenne. Il s'agit bien évidemment d'hypothèses et pas de faits avérés, puisque vous le savez, le processus est encore en cours. Mais ce qui est intéressant, c'est de constater que, comme nous l'avions vu la dernière fois, si l'Union européenne s'est beaucoup développée, a acquis de plus en plus de membres, de plus en plus de pouvoirs politiques, diplomatiques, économiques, sa toute-puissance a progressivement été remise en question, notamment à travers le Brexit, le départ du Royaume-Uni, et à travers également de plus en plus de discours nationalistes qui voient le jour à travers toute l'Europe, en France, en Italie, mais aussi en Hongrie, et qui tentent justement à remettre en question l'ordre établi. La question qui se pose donc aujourd'hui n'est pas de savoir si l'Europe va durer ou non, mais bien de déterminer ce qui fait le succès de l'Europe, ce qui représente les défis de l'Union européenne et les enjeux futurs. Ainsi, pour bien comprendre cette situation européenne, il faut avoir conscience que l'Union européenne a participé à l'extension de la zone de stabilité et de paix. Aujourd'hui, les conflits sont absents en Europe depuis quelques décennies déjà. Ce sont les conflits majeurs qui concernent plusieurs pays. On a encore quelques conflits internes, notamment en Ukraine, avec la question de la Crimée, mais globalement, on reste sur une situation plutôt stable et plutôt intéressante en termes de paix. Or, la paix est essentielle, notamment d'un point de vue économique. Difficile de lutter contre la Chine ou contre les États-Unis, tous deux des grandes puissances économiques. Et séparément, la France, l'Allemagne, l'Italie pourraient difficilement rivaliser. Cependant, tous ensemble, ils ont un poids beaucoup plus important et surtout, bénéficiant de la paix, ils peuvent se concentrer sur l'économie. Vous le savez, en temps de guerre, l'industrie, par exemple, a souvent tendance à être mise en parenthèse, les hommes allant se battre, et du coup, l'économie a tendance à se fragiliser, voire à s'effondrer. Or, en temps de paix, c'est là que l'économie se développe le plus. Donc, cette stabilité a un avantage certain en termes de croissance économique. Croissance qui n'a rien à envier, finalement, à bon nombre de pays du monde. Et qui assure à l'Europe cette place de puissance économique, de membre de la triade encore aujourd'hui. Accroissement du poids mondial également, puisque, comme je vous l'ai dit, chaque pays pris indépendamment, séparément, aurait beaucoup de difficultés à faire entendre sa voix, notamment face à des grandes puissances telles que la Chine, les États-Unis ou le Brésil. Mais ensemble, représentant 27 pays, l'Union européenne peut défendre les intérêts de chacun de ses membres, peut faire en sorte que les besoins, les préoccupations de chacun soient prises en compte de manière justement officielle et ce à l'échelle mondiale. C'est donc beaucoup plus intéressant pour l'Union européenne d'œuvrer ensemble et de faire entendre sa voix que pour chaque pays d'œuvrer différemment de son côté avec des intérêts parfois contradictoires. Donc tout l'intérêt est bien évidemment d'harmoniser à l'intérieur de l'Union européenne les intérêts de chacun, ce qui n'est pas toujours facile, mais ça permet à terme de faire valoir son opinion, de faire valoir ses intérêts de manière beaucoup plus efficace. À ça s'ajoute bien évidemment la question de l'enrichissement culturel, puisque l'abolition des frontières a permis plus d'échanges, plus de relations entre les États, entre les populations, a permis la diffusion de certains modes de vie, de certains modes de pensée, de certaines philosophies, conceptions, etc. Donc a permis le rapprochement des peuples, une certaine fraternité finalement entre les différentes nations, fraternité qui était appelée par les précurseurs de l'Union européenne et qui présente justement cet avantage d'une certaine mixité, d'une certaine richesse extrêmement intéressante au niveau européen. Enfin, la question des migrations est également une question extrêmement intéressante puisque vous le savez, c'est un sujet très sensible. Nous l'avions abordé en deuxième année, notamment du fait du nombre de morts qui a encore lieu, mais aussi de la charge que ça représente pour les différents pays qui doivent s'occuper de l'accueil de ces migrants. À l'image de l'Italie ou de l'Espagne, par exemple, qui sont les premières portes d'entrée finalement vers l'Europe, alors même que les migrants souhaitent pour la plupart quitter ces pays pour se rendre en Allemagne ou au Royaume-Uni, par exemple. Donc on est, grâce à l'Union européenne, sur une externalisation des frontières qui pose problème pour certains pays, qui en décharge d'autres, bien évidemment, mais qui est intéressante parce qu'elle permet justement d'harmoniser le processus, notamment d'asile. Cependant, et c'est là que c'est intéressant, la question de la migration est de plus en plus préoccupante, de plus en plus mise en avant, remise en question, notamment par les partis nationalistes, français, italiens, hongrois, encore une fois, mais ça se fait également d'une certaine manière en Suisse. La question n'est pas de discuter ici politique, de savoir si les arguments avancés sont bons ou mauvais. Le but du collège est de vous apprendre à développer votre esprit critique et
libre à vous donc, dans ce cas-là, de vous forger votre propre opinion. Mais aujourd'hui, l'UDC milite principalement dans le domaine migratoire, avec cette ambition finalement de fermer autant que possible les frontières pour éviter l'afflux massif de migrants. Migrants non européens, bien évidemment, mais également migrants européens souvent peu qualifiés, et c'est ceux-là qui sont ciblés puisque les plus qualifiés sont souvent accueillis à bras ouverts, qui pourraient venir déséquilibrer d'une certaine manière l'économie suisse. Il s'agit encore une fois pas ici de valider ou non cet argument, mais toujours est-il que c'est le genre d'argument qui se développe de plus en plus au niveau européen, avec cette préoccupation pour la lutte contre la migration et la fermeture des frontières. La Hongrie, l'Italie par exemple, militent de plus en plus pour ça, sous prétexte justement que leur économie interne est mise en péril par cet afflux de migrants. Comment s'assurer donc que ce qui fonctionne actuellement perdure? C'est là tout le rôle des critères de Copenhague. Les critères de Copenhague, c'est les conditions d'adhésion. C'est le cadre qui permet à un État candidat d'intégrer ou non l'Union européenne. Ce cadre s'appuie sur plusieurs aspects. Le premier est politique. En effet, un pays candidat doit être un pays démocratique. Ça peut paraître évident pour nous, et pourtant, pas si loin de chez nous, on a des États qui ne sont toujours pas démocratiques, ou disons, dans lesquels la démocratie peut être assez facilement mise entre parenthèses ou niée. En effet, suivant la liberté d'expression, la liberté de presse, le résultat de certaines élections, on peut douter que certains États soient véritablement démocratiques. Et l'objectif pour l'Union européenne, qui défend ces valeurs de démocratie, est de garantir la démocratie partout. Donc un État, pour devenir membre de l'Union européenne, doit être démocratique. C'est une préoccupation majeure. De même, et cela va souvent de pair, ces États doivent respecter les droits de l'homme. Encore une fois, si on se réfère à la liberté d'expression, la liberté de presse par exemple, ces droits ne sont pas toujours garantis. Et ça pose problème dans des pays qui finalement ne se situent pas très loin de chez nous. La déclaration des droits de l'homme est donc une préoccupation essentielle. De même que le respect des minorités, nous verrons dans l'exemple que nous prendrons d'ici peu, qu'il n'est pas toujours d'actualité. En effet, dans certains pays, les minorités sont encore persécutées, massacrées, en fonction de leurs différences en termes d'ethnie ou de religion. D'un point de vue économique également, les États candidats doivent posséder une administration solide, c'est-à-dire un système économique et administratif, politique, diplomatique qui permettent à l'État de fonctionner de manière optimale, d'éviter les crises, principalement. Notamment celles qu'ont connues par exemple la Grèce, l'Espagne ou l'Italie lors de la crise des subprimes, qui a failli mener au démantèlement de l'Europe, puisque si l'un de ces États était tombé en faillite, l'Europe elle-même aurait été considérablement affaiblie. Et donc le but, c'est justement de faire en sorte que chaque État soit capable de gérer sa politique intérieure et de s'accorder avec la politique européenne. À ça s'ajoute bien évidemment une économie de marché qui s'appuie tout simplement sur l'idée selon laquelle les décisions de produire, d'échanger et d'allouer des biens et services sont déterminées principalement par des questions d'offre et de demande. Le principe même de l'Union européenne réside dans ce mot union. C'est les échanges facilités entre les États. Échanges notamment de personnes, mais aussi d'argent, de biens. Et si un État devait fixer des frontières à l'intérieur de l'Union européenne, ça viendrait contredire tout le principe, tout le fonctionnement même de cette Union européenne. Donc, un État qui est candidat doit être un État qui accepte d'ouvrir ses frontières et de s'intégrer sur le marché du libre-échange. Accepter la concurrence d'autres pays, tout en ayant soi-même la possibilité de vendre dans d'autres pays. Enfin, la question de l'acquis juridique communautaire est essentielle puisque, vous en doutez, un État qui intégrerait l'Union européenne ne négocierait pas tous les décrets, tous les accords, toutes les lois qui ont été négociées précédemment entre les États membres. Il devrait reprendre ces accords et les intégrer à son droit national. C'est là tout le principe. L'acquis juridique communautaire a pour objectif de mettre en place des structures juridiques et administratives qui permettent de transposer le droit européen dans le droit national et surtout de le faire appliquer. En d'autres termes, un pays qui intégrerait l'Union européenne devrait assimiler et appliquer le droit européen et donc faire en sorte que celui-ci s'accorde avec le droit intérieur et soit respecté. Tout ça nous amène au cas de la Turquie, un cas extrêmement intéressant puisque la Turquie, d'un point de vue politique
et géographique est un allié stratégique de taille. En effet, sa position entre l'Occident et les pays arabo-musulmans en font un acteur stratégique, notamment du point de vue de la stabilité de la région. Ajoutez à cela une armée qui compte parmi les plus puissantes du monde, parmi les plus puissantes de l'OTAN, la deuxième après les États-Unis, ça assure la mise en place d'un certain cadre, d'une certaine stabilité dans une région qui est souvent considérée comme une poudrière, à l'image de la Syrie, de l'Irak ou de l'Iran, qui sont à chaque instant prêts à exploser pour les conflits, notamment pétroliers, mais également identitaires et religieux qui ont lieu dans ces régions-là. Donc la Turquie représente une véritable capacité d'intervention, de négociation sur place. Et ne pas l'avoir comme allié, ce serait perdre un atout majeur de gestion et de conciliation dans cet espace-là. Cependant, la Turquie, qui est candidate à l'adhésion européenne, présente quelques problèmes et ne répond pas à certains critères de Copenhague notamment, principalement en question de reconnaissance. En effet, selon la Turquie, Chypre n'est pas un pays à part entière, mais effectivement un territoire turc. Or, pour qu'un État candidat puisse devenir membre, il doit reconnaître les États existants. Ce serait absurde de laisser entrer un État qui ne reconnaîtrait pas, par exemple, l'Autriche comme un pays. Chacun ayant une voix, chacun ayant la possibilité de faire entendre sa voix, tous doivent se reconnaître mutuellement. Et c'est là l'un des grands problèmes qui se présentent. Ajoutez à cela une situation économique relativement instable. En effet, la Turquie connaît une forte croissance, mais une certaine instabilité, beaucoup de corruption, beaucoup de chômage, une dette publique considérable et une certaine opacité du point de vue de son fonctionnement économique. Ce qui fait craindre finalement que la Turquie ne soit pas suffisamment forte et représente à terme une menace à la stabilité européenne. De même, la question du contrôle migratoire est préoccupante. En effet, la Turquie apparaît comme une porte d'entrée vers l'Union européenne. Il existe aujourd'hui des accords entre l'Europe et la Turquie pour s'assurer justement du contrôle des migrations. Si la Turquie intègre l'Union européenne, ces accords risqueraient de tomber, tout simplement parce qu'à partir du moment où un migrant mettrait le pied en Turquie, il serait en territoire européen, donc devrait entrer dans le processus d'asile européen et passerait à la charge de certains États européens. D'autant plus qu'on craint l'arrivée notamment de djihadistes ou de terrorisme. Donc situation délicate sur laquelle Erdogan lui-même n'hésite pas à jouer, vous en doutez, puisque c'est un moyen de pression assez intéressant pour la Turquie sur l'Union européenne. À ça s'ajoutent également d'autres problèmes, en vrac, autoritarisme, génocide et question kurde. En effet, si l'on commence par la question de l'autoritarisme, Erdogan n'hésite souvent pas à faire un usage excessif de la force, qui a tendance à être associé à une dérive autoritaire, et représente une certaine forme de menace à la séparation des pouvoirs. En effet, difficile aujourd'hui de distinguer l'administratif du législatif, exécutif, législatif et juridique en Turquie, tant Erdogan concentre les pouvoirs. De même, concernant le génocide, on parle ici du génocide arménien qui a eu lieu entre 1915 et 1916, qui a fait 1,2 million de victimes, soit 2/3 des Arméniens vivant sur le territoire turc, Arméniens qui ont été déportés, massacrés, qui ont souffert de famine. Et ce génocide n'est encore aujourd'hui pas reconnu par la Turquie, ce qui pose des problèmes, notamment parce que c'est un phénomène qui est reconnu par le reste de l'Europe. Enfin, du point de vue de la question kurde, on a eu de très nombreuses attaques, de très nombreux bombardements sur des positions kurdes en Syrie, pendant la guerre de Syrie, les Kurdes étant considérés comme des terroristes par la Turquie, alors qu'ils ne le sont pas par l'Europe et qu'ils ont été très largement considérés comme des alliés par l'Union européenne, notamment dans le cadre de cette guerre syrienne. Enfin, on pourrait également parler des tortures, des emprisonnements arbitraires de journalistes, d'opposants, etc., qui ont encore lieu en Turquie et qui font de ce pays un pays finalement pas si démocratique que ça sur certains points de vue. La question se pose donc de savoir si on pourrait véritablement l'intégrer ou non à l'Union européenne. Et la question est d'autant plus importante qu'elle soulève celle de l'identité européenne. En effet, où commence l'Europe, où s'arrête-t-elle? La Turquie étant principalement musulmane, a-t-elle encore sa place dans un monde qui se veut originellement plutôt chrétien? Et surtout en termes de pouvoir politique, la Turquie étant un pays peuplé, un pays riche,
même s'il est relativement instable, son entrée ne risquerait-elle pas de redistribuer les cartes du pouvoir et de créer un déséquilibre, notamment avec des grands pays tels que la France ou l'Allemagne? C'est des questions qui se posent et c'est ce qui explique aussi pourquoi la candidature turque est aujourd'hui assez contestée et qu'il paraît assez peu probable, en tout cas à court terme, que la Turquie intègre l'Union européenne. Cependant, au-delà de ces candidatures, d'autres possibilités existent et c'est sur cet élément que nous nous arrêterons, la question de la politique européenne de voisinage, ou PEV. En effet, cette politique européenne vise à améliorer les relations de l'UE avec les pays riverains à l'est et au sud, sans forcément que ceux-ci ne soient intégrés à une procédure d'adhésion. Vous le voyez par exemple ici avec un certain nombre d'États, Maroc, Tunisie, Algérie, Libye par exemple. Tous ces États sont intégrés d'une certaine manière à la politique européenne. Ils ne sont pas candidats à une adhésion, mais c'est intéressant parce qu'ils permettent d'éviter de nouvelles lignes de partage en Europe, et donc de mieux lutter contre le crime organisé par exemple, contre le trafic illicite, mais aussi de mieux gérer la question de la migration. Et tout cela passe par différents accords. En 1995, par exemple, Euromed, aussi appelé processus de Barcelone, qui pose le cadre de relations politiques, économiques et sociales entre les États membres de l'Union européenne et les pays de la rive sud de la Méditerranée, a été signé justement lors d'une conférence des ministres des Affaires étrangères à Barcelone. De la même manière, en 2009, l'inauguration du partenariat oriental au sommet de Prague, durant la présidence tchèque, vise à rapprocher de l'Union européenne 6 pays, Arménie, Azerbaïdjan, Géorgie, Moldavie, Ukraine et Biélorussie. Voilà ce que nous pouvions dire donc du futur de cette Union européenne. Vous le voyez, beaucoup d'hypothèses, quelques faits bien évidemment établis sur les relations actuelles. Il n'est cependant pas certain que l'Union européenne évolue dans ce sens ou dans un autre, qu'elle augmente ou qu'elle rapetisse, tout dépendra bien évidemment de la situation, de l'évolution des différents discours, des différents nationalismes, mais toujours est-il intéressant de se pencher sur cette question. Nous arrêterons donc là aujourd'hui. La prochaine fois, nous parlerons de la Suisse et de l'Union européenne. D'ici là, comme toujours, je reste à disposition pour vos questions et je vous souhaite une excellente semaine.